Et ça tourne. Hello les girls, c'est de nouveau moi. Il s'est passé un été depuis que nous nous sommes quittés. Et me revoilà. C'est bien parce qu'on a une temporalité. Ouais, mes cheveux n'arrêtent pas de pousser. À chaque vidéo, je le dis. Mais à chaque vidéo, là, bientôt, je les vois plus à la caméra. Et c'est comme ça que je vois que il s'est passé du temps quand même depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Que vous dire? Ben, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, tout l'été, sur Muse, évidemment, dont je porte l'un des t-shirts. Aujourd'hui, je porte le t-shirt littérature, American Literature en version bleue. Il existe en lilas, il existe en blanc, avec ça marqué de toutes les couleurs. Bref, d'ailleurs, je vous mets un aperçu, parce que nous, on ne s'est pas vu depuis, je sais pas, 3 mois peut-être, depuis la dernière vidéo. Il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de nouveautés sur Muse. Pour ceux qui découvrent Muse au passage, c'est une marque de vêtements littéraire et poétique, dont fait partie ce t-shirt en l'occurrence. Et en ce moment, on fait des drops de nouveautés, de plusieurs nouveautés, chaque week-end. Ça fait plus d'un mois que ça dure, là ça doit faire 1 mois et demi que ça dure. Et donc il y a eu des tonnes de nouveautés, dont beaucoup que vous avez aimé. Principalement, ce sont nos nouveautés à l'aquarelle, vous les avez adorées. On en a fait pour l'automne, là récemment on en a fait nouveautés poétiques. Voilà, rêve de littérature. En tout cas, donc, d'ailleurs, on a juste reçu une commande là, juste avant que j'allume la caméra, donc merci. Je sais pas qui c'est, j'ai pas regardé, mais merci. Voilà, ma deuxième entreprise qui est toujours en cours. Bref, il s'est passé beaucoup de travail pour moi. Et donc, en attendant, voilà, j'ai des choses à vous montrer. Il y a une autre pile que vous voyez pas derrière là. En fait, la miniature, ne mentez pas, il y a vraiment autant de livres. Il y en a même plus parce que là, j'ai rajouté une pile là que j'avais oubliée dans mon couloir parce que j'ai une bibliothèque aussi au couloir. Et puis, j'ai emprunté beaucoup de BD à la bibliothèque. Voilà, donc je vais vous faire une petite intro dans non, un petit, comment on dit, un petit insert dans cette vidéo puisque je les ai déjà rendus, donc je ne les ai plus avec moi. Voilà, je vous fais ça juste là. Je vous montre un petit peu juste ce que j'ai pris parce que je sais que les BD, à mon grand désespoir, c'est pas ce qui plaît le plus au plus de monde. Donc voilà, je vous fais un petit topo très rapide, juste pour que vous voyez mes dernières lectures. Comme ça, on enchaîne ensuite sur mes lectures en cours et ma dernière lecture de roman qui est derrière, qu'il va falloir que j'attrape, que je vous fais un topo. Puis je vous montre toutes les réceptions et let's go! On survole donc assez rapidement les BD que j'ai empruntées à la bibliothèque. Celle-là, c'est la seule que j'ai pas eu le temps de lire, je crois. Donc je vais la réemprunter. C'est Les Fables de La Fontaine en version BD. Je crois que ça vient de plusieurs illustrateurs différents, hein, vu les planches, mais ça a l'air bien sympa. Ensuite, j'ai lu Les Damnés de Paris. J'ai beaucoup aimé puisque ça se passe dans le passé. Je me rappelle plus l'époque exactement, mais c'est Paris avec Montmartre quand c'était encore la campagne. Voilà, l'histoire d'une femme qui monte sur Paris pour retrouver son enfant. J'ai beaucoup aimé, sauf la fin. J'ai levé les yeux au ciel en me disant, bon, est-ce que c'était nécessaire? Mais enfin bon. Ensuite, j'ai lu La pyramide de Ponzi, qui raconte l'origine en fait du nom de la pyramide de Ponzi, et avec le monsieur Ponzi, qui est un Italien, je crois, qui a été le premier, en tout cas le premier à être connu à faire ce genre de système. Ça m'a pas beaucoup marqué, j'en ai pas des souvenirs très nets, mais je sais que c'était pas mal. Ensuite, j'ai eu ces 2 versions de 1789. Un, le bleu du point de vue de la monarchie et le rouge du côté des révolutionnaires français, donc c'est sur la Révolution française évidemment. Très chouette aussi, même si période longue et assez difficile à couvrir en BD, donc si vous avez aucune idée de ce qui s'est passé, c'est peut-être pas le meilleur truc pour commencer. Ensuite, on enchaîne avec Dans la tête de Sherlock Holmes, qui sont 2 tomes compagnons. Enfin, compagnons, non, pas du tout. C'est une sorte de duologie, en fait, où c'est une seule enquête qui se suit en 2 tomes. Et on est dans la tête de Sherlock Holmes. On voit comment ça se passe dans sa tête, les rouages, comment il résout les énigmes. Voilà, j'ai surtout beaucoup aimé comment la BD était faite, les graphismes et les petites mises en page très originales comme ici. Vraiment, c'était vraiment chouette. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la saga complète de Aspic en 8 tomes actuellement parus. En tout cas, j'ai pu emprunter 8 tomes à la bibliothèque. C'est Détective de l'étrange. Donc, on suit des enquêtes type Sherlock Holmes, mais en version paranormale, avec des fantômes, des choses comme ça. C'était très chouette. On suit 2 duos d'enquêteurs, un au premier plan et un plus secondaire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, avec des dessins super réalistes, ce que j'aime beaucoup.
Et donc effectivement, voilà la suite. J'avais emprunté donc les 3 premiers pour essayer. Ça m'avait bien plu et je les ai tous empruntés jusqu'au tome 8. Je crois qu'ils ont changé d'illustrateur entre-temps, mais la transition se fait très bien. Et c'était vraiment chouette. Et puis la valise, vraiment cool, monde dystopique, etc. Des gens enfermés dans une enceinte avec une espèce de dictature, voilà, qui essayent de s'échapper, de la magie, enfin des trucs un peu paranormaux. Par contre, j'ai trouvé que ça portait très mal son nom. En fait, c'est pas la valise qui est vraiment la clé de ce livre, c'est un personnage et on le découvre un peu à la fin finalement, ou en tout cas, du coup, on nous montre une époque de la vie de ce personnage. Puis il y a un Agatha Christie en mode automne, voilà, le crime d'Halloween. Bon, j'ai pris celui-là parce que j'aimais bien les illustrations. Moi, j'aime bien quand elles sont très détaillées, les illustrations. Je trouve ça magnifique. Voilà, c'est quoi dire de plus à Agatha Christie en version BD, hein, donc pas de surprise, mais ça se lit très, très bien. Alors, pour mes lectures en cours, je dis mais parce que j'ai plusieurs lectures en cours. J'ai des périodes comme ça, quand j'étais pré-ado, je lisais toujours plusieurs livres en même temps. Puis voilà, des fois je lis un seul et des fois j'en lis plusieurs. Au maximum, j'en lis 4. Et j'essaie de ne pas les avoir dans les mêmes thématiques, les mêmes genres pour vraiment séparer voilà, les cases dans ma tête. Donc en ce moment je lis et j'ai perdu le marque-page, il est tombé, du coup je sais plus où j'en suis. Je lis L'étrange traversée du Sardam. J'avais adoré le précédent roman de l'auteur, Les 7 vies d'Evelyn Hardcastle, je crois que ça s'appelait comme ça. J'avais juste pas compris la fin. En fait je me suis regardée pendant tout le roman et à la fin j'étais là, what? Mais bon, tant pis, je me suis dit ok, je réitère avec celui-là. Donc c'est une de mes lectures en cours. Voilà, ça se passe sur un bateau, des marins, une enquête, quoi. Je pense qu'on peut dire que c'est un thriller, ils disent, ouais, je vais dire polar. Bon, c'est du thriller, mais on nous dit 1634, le Sardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à une succession de phénomènes surnaturels. Un symbole destiné à la cendre apparaît sur la grande voile, une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit. Le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible et l'enquête se révèle particulièrement délicate entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Voilà, donc oui, thriller, oui. Bon, enfin, moi je suis pas une fan de thriller, mais là j'aime bien parce que c'est bateau, enquête, truc inexpliqué, vous voyez le truc. Donc ça c'est une de mes lectures en cours. Ensuite je lis Le fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle. Publié celui-là, donc celui-là c'était 10-18, hein, on avait tous reconnu, et celui-là c'est de Stella Benson et c'est publié chez les éditions Calidor. J'ai d'ailleurs une autre édition de ce roman-là que j'ai reçu. Où il est? Alors, ça va être sympa, il est là. Hop, toi tu changes de pile, hop. J'ai reçu l'édition collector de ce roman. C'est, j'aime trop ce choix de violet là. Est-ce qu'on voit bien la caméra? De violet et de noir et de blanc. Mais c'est le même, hein, sinon. Juste que celui-là, il est plus petit. Il y a des illustrations aussi dedans, dans les deux. Chez Calidor, il y a toujours des illustrations. Est-ce qu'on va tomber sur une? Hop, on en avait une petite passée. Voilà, il y a des doubles pages, des choses comme ça. Et alors ça, donc rien à voir. C'est du fantastique. Mais écrit en 1919, puisque c'est chez Calidor, c'est une maison d'édition qui fait ça, qui reprend des textes anciens de fantasy slash fantastique, science-fiction, fantasy en tout cas, je crois qu'ils font que fantasy, et qui les remettent au devant de la scène, et notamment dans des belles éditions comme ça. Voilà, donc du coup je l'ai reçu parce que vous allez pouvoir le gagner en concours là, juste après, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas pour moi c'est dans pas longtemps, avec un autre que j'ai ici et que je vous avais déjà présenté. Celui-là je l'avais reçu précédemment. Vous allez pouvoir gagner ces deux là en concours sur le compte Instagram de Muse, @musebook.club. Donc si vous voulez y aller, les concours reviennent là, au moins jusqu'à Noël. On va faire un calendrier de l'Avent au top qui va changer d'habitude. Bref, je vous en dis pas plus ici. Mais en tout cas, du coup, c'est ma seconde lecture en cours. C'est un peu loufoque, un peu fantasque. On va suivre un personnage lambda qui va atterrir un petit peu dans le quotidien d'une sorcière
un peu décalé, c'est léger. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Mais c'est très cool. De toute façon, je vous avais déjà lu le résumé quand je vous avais présenté cette réception-là que j'avais reçue il y a un moment. Mais voilà, ça se passe pendant la guerre. C'est Première Guerre mondiale? Oui, c'est Première Guerre mondiale. Au sortir... Ouais, et puis celui-là, il est paru du coup en 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale. Et dans le roman, ça se passe pendant. Et donc, ils ont quelques bombes qui leur pleuent sur la tête. Mais ils continuent de vivre leur vie. Il y a un peu de magie, des objets un peu animés. Voilà, c'est vraiment réconfortant. C'est un peu une lecture fantasy doudou. Et très en avance sur son temps d'ailleurs. Mais du coup, je vous en reparle quand je l'ai terminé. En tout cas, c'est ma deuxième lecture en cours. Du coup, hop, on va mettre celui-là avec. Ma troisième lecture en cours, c'est une BD qui est une grosse BD avec toujours mes marque-pages origami là, que je fais moi-même, vous savez. Stand Still, Stay Silent, le livre 1 qui est publié chez Achilleos. Et c'est de... Il n'y a pas le nom de l'auteur là. Pourquoi il n'y a pas le nom de l'auteur devant? Pourquoi? Qui c'est qui a écrit ceci? Eh bien... J'ai les éditeurs, j'ai qui a fait la maquette, la correction, la traduction. Il y a marqué une création de Mina Sundberg. En tout cas, c'est normal que je ne connaisse pas le nom de l'auteur. Bon, ça se présente comme ça. C'est une espèce de... c'est une dystopie. En gros, il y a eu la fin du monde moderne. Voilà. Et c'est drôle parce que ça a été publié avant la fameuse maladie qu'on a connue, hein, vous savez, il y a quelques temps. Et en fait, le début commence comme ça. On leur annonce un virus, etc., une maladie. Et puis, d'un coup, pouf, on est 90 ans plus tard. Donc, on voit cette petite intro au départ où on voit des personnages qui vivent cette maladie qui arrive, etc., qui envahit le monde, en gros. Et puis, d'un coup, on est 90 ans plus tard et on commence à suivre l'histoire de l'après. Et en l'occurrence, il y a des zones, je sais plus comment ils appellent ça, des zones non explorées où il y a des créatures qui se sont répandues, des trucs. Et puis, c'est des zones non sécurisées, quoi, en gros. Voilà, et on va suivre nos personnages principaux qui vont devoir aller explorer ces endroits non sécurisés. Ils appellent ça la grande maladie. 90 ans se sont écoulés et le vieux monde a été oublié, laissé à la merci des trolls, des bêtes et des géants. Une petite équipe d'explorateurs scandinaves est recrutée pour se lancer dans la première mission de reconnaissance officielle. Voilà, donc ça se passe dans les pays nordiques. On est à cheval sur la Norvège, la Suède, le Danemark. On est dans cette zone. Donc ils parlent chacun plusieurs langues différentes, etc. Voilà, donc très chouette. J'avoue qu'au début... j'ai eu du mal à comprendre où ça nous amenait parce que on change pas mal de personnages. En fait, au début, on nous montre d'abord le début, puis après ça coupe. Puis après, on commence avec certains personnages, puis on passe sur d'autres, puis on passe sur d'autres. Puis il y en a qu'on perd, qu'on voit plus. Puis finalement, on arrive à peu près au milieu de la BD où les personnages commencent chacun à arriver d'un côté pour former un groupe. Donc, voilà, au début, ça m'a semblé un peu déstructuré. Et j'ai du mal à savoir qui est qui, surtout qu'ils se ressemblent un peu les personnages, quoi. Donc, bon... Voilà, je vais aller au bout de celle-là, mais il n'est pas impossible que je la relise un coup, la première, pour bien comprendre tout ce qui se passe là. Avant de passer au tome 2, j'ai jusqu'au tome 4 dans ma bibliothèque. Je crois que c'est que ce qui est sorti pour l'instant. Et je ne sais pas combien de tomes sont prévus, mais je sais qu'il y a au moins un 5e qui doit sortir. En tout cas, voilà. Celui-là. Et ensuite, ma dernière lecture en cours, c'est Le Royaume de Cuivre. Que je viens tout juste de commencer, j'ai mis le marque-page au tout début, qui est donc le tome 2 de la série Daevabad de S.A. Chakraborty, l'autrice, je sais pas trop comment on prononce son nom, en tout cas c'est elle, c'est une américaine. Et alors, donc bien sûr, je lis un tome 2 parce que j'ai lu juste avant, j'ai fini hier le tome 1, La Cité de Laiton, j'ai adoré. En fait, jusqu'au milieu du livre, j'étais en mode « Oh, c'est compliqué ». Il y a vraiment une intrigue politique qui est installée dans le monde qu'on visite, enfin dans le monde dans lequel on évolue.
qui est là, quoi, qui est bien là, et on sait, il est là depuis des centaines et des milliers d'années avant que nous on ouvre le livre, et donc il y a un peu à digérer en mode, j'ai eu du mal au départ, et même à la fin, même là j'ai commencé le deuxième, et je sais que j'ai pas tout saisi de qui est qui fait partie de quelle tribu, qui a des antécédents avec qui se fait la guerre et pourquoi. Mais bon, j'ai l'image d'ensemble, je saurais pas dire quel personnage exactement a quel pouvoir et machin, mais pour la faire très simple, ça se passe donc au Moyen-Orient, donc on est vraiment... D'ailleurs, l'autrice appelle ça une saga médiévale islamique. Bon, ça se passe grosso modo au Moyen-Âge, dans le monde arabe, on est aux alentours de l'Arabie Saoudite actuelle, le Pakistan, bref, voilà. En fait, les pays n'ont pas les mêmes noms là-dedans. On nous parle juste de l'Égypte, bah, du coup on est autour de l'Égypte, en l'occurrence aussi, enfin, c'est une grande zone, toute la zone du Moyen-Orient, et voilà, le personnage principal qui s'appelle Nari, qui est une jeune femme, elle vit au Caire, en Égypte, et elle évolue dans ce monde-là, avec après tout un monde autour qui, quand elle va passer du côté magique de la force, les pays n'ont plus les mêmes noms, etc. Et probablement plus les mêmes frontières d'ailleurs. En tout cas, ça se passe au Caire, il y a fort longtemps, au 15, 16, 17, 18, 18e siècle. À la base, Nari, on nous l'a décrit comme une jeune arnaqueuse qui a des talents, notamment de guérisseuse, qu'elle s'explique pas trop, mais bon, elle s'en sert au quotidien, voilà, pour gagner un petit peu sa vie, même si elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ses dons, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Jusqu'au jour où, par mégarde, elle va invoquer un djinn, donc ce qu'on pourrait appeler un génie de la lampe magique, pour vulgariser le truc, pour vous donner un petit peu le contexte. Mais en gros, c'est ça, c'est un djinn qui est asservi par des personnes et enfermé dans des reliques, hein, finalement. Et va commencer tout un périple où elle va devoir échapper à ce qu'on appelle des éphrits, une espèce de ghouls, aux côtés de ce djinn qui est en fait un daeva, on appelle ça un daeva, et c'est de la race des daeva, donc c'est des espèces de génies, enfin vous avez compris quoi. On oscille entre le génie et le démon, vous voyez le truc. Et va se poursuivre par là toute une aventure où elle va devoir rejoindre avec ce personnage-là, qui ne se sont pas choisis tous les deux au départ. Ce personnage s'appelle Dara. Ils vont devoir rejoindre Daevabad, qui est la fameuse cité de Letton, le royaume des Daeva finalement, une cité cachée. Donc on a vraiment toute la première partie du roman où on les suit, et en même temps on suit un second point de vue qui est le point de vue de Ali Zaid Al-Qahtani, qui est le prince de Daevabad finalement, d'une famille qui n'a pas construit cette cité de Letton mais qui l'a prise par la force il y a fort longtemps. Et on va suivre, voilà, d'un côté le point de vue de Nari, qui fait ce voyage avec ce Daeva qui s'appelle Dara, où on va apprendre à les découvrir d'un côté eux, et de l'autre côté on apprend à découvrir Ali et toutes les intrigues de la cour à Daevabad. Et c'est pour ça que la première partie du roman, la première moitié, j'ai eu du mal à rentrer dedans, parce que bon, déjà on alternait les points de vue entre vraiment deux réalités complètement différentes. On nous explique un petit peu, on essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se trame, qui est qui, c'est quoi ce Daeva, c'est quoi un Daeva d'ailleurs, c'est quoi le passé de Dara. Bon, en fait on essaye vraiment de démêler un petit peu ça pendant la première moitié du roman. Et au milieu du roman, les personnages se réunissent, donc, puisque voilà, au bout d'un moment ils vont bien finir, c'est pas vraiment un spoil, ils vont bien finir par arriver à Daevabad puisque c'est leur destination finale. Ils vont rencontrer Ali en l'occurrence, et toutes les pléthores d'autres personnages. Et donc là on commence vraiment à rentrer dans les histoires entre les personnages, la vraie intrigue, bref. J'ai adoré la deuxième partie. À la fin, bien sûr, on a une petite fin qui nous dit « Hein? Ah? Ah ouais? Attends, voyons. » Et là, j'ai pris ça et je me suis dit « Ok, je commence. » Donc voilà, sachant que je les lis à moitié là-dessus et à moitié là-dessus. Pochette de ma liseuse qui vient de chez... Ah, j'oublie tout le temps. Ah, je l'ai noté là. C'est où que je l'ai vu passer?
Ah, je l'ai pas là-dessus. Rêve. Je vous mettrai dans la description. Bref, une petite boutique très sympa. Et donc voilà, je le lis là-dessus. Le royaume de cuivre. Ça, j'ai redécouvert ma liseuse. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu dessus. Mais quelle merveille. Mais si vous n'avez pas de liseuse, achetez une liseuse. Non mais vraiment, je pense que vous ne pouvez pas vous faire meilleur cadeau, à part des vêtements de muse, parce que c'est génial. C'est tout petit, c'est léger, j'ai pas besoin de me trimballer ça partout quand j'emmène mon fils au parc. Je peux lire quand mon mari dort et qu'il éteint la lumière. Ouais, que c'est génial. Non vraiment, liseuse là, j'aime trop. Donc voilà, bref, j'ai lu ça, c'était vraiment super. D'ailleurs tant mieux pour moi puisque j'ai acheté la trilogie entière comme beaucoup de... J'ai tendance à faire ça quand j'ai un truc qui je pense va me plaire. J'achète tous les tomes à l'avance, donc si ça me plaît pas c'est ballot. Mais pour l'instant ça n'est pas vraiment arrivé. Vous vous rappelez, j'avais acheté aussi Lady Hélène, le club des mauvais jours, la trilogie. Et j'avais adoré, je l'avais lu en direct entre guillemets sur plusieurs vlogs avec vous. J'avais enchaîné les 3 tomes et j'avais adoré. Et voilà, donc je vous recommande La Cité de Béton, vraiment c'était très très chouette. Et je suis très contente de pouvoir, sans attendre, commencer le tome 2, que j'ai commencé du coup hier. Voilà, je sens que mes livres vont tomber. Et ma chienne qui ronfle à côté. Et ensuite, donc ça c'était pour mes lectures en cours. Je vous ai montré donc aussi toutes les lectures BD que j'ai faites. Plutôt. Et ensuite j'ai lu ceci. Sorcery of Thorns, voilà, qu'on ne présente plus bien sûr. D'ailleurs je vous ai pas montré sous les jaquettes de ça, vous les connaissez sûrement, mais voilà, ça c'est pour le tome 2 et le tome 1, parce que je sais que certaines d'entre vous les mettent dans les bibliothèques sans les jaquettes. Et voilà, donc le même style évidemment, en version bleue et laiton et doré. Et donc j'ai lu, donc ça c'est mes lectures en cours et donc lecture terminée mais très fraîchement. Et j'ai lu également donc Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Big Bang, l'édition Grimoire, donc enfin l'édition limitée, comme cela, comme ceci, avec l'intérieur comme ça. Et j'ai adoré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai trouvé que c'était d'ailleurs dans l'ambiance et dans parfois l'intrigue, etc. J'ai trouvé que c'était un mélange un peu, enfin pas un mélange, mais on y retrouve des notes pour vous donner une idée de à la fois la passe miroir dans certains petits détails d'objets animés, de trucs un peu cocasses, un peu, vous voyez, et justement Lady Hélène, le club des mauvais jours, avec des démons, des choses comme vous voyez, créatures de ce genre. C'était très très cool. On y suit donc, elle s'appelle Elizabeth Scrivener, je crois, donc c'est elle. Et on a le magicien Thorn, justement, donc ça fait le rappel avec la passe miroir. Et le petit chaton qui est en fait un démon sous là une apparence animale, mais des fois il a une apparence humaine, qui s'appelle Silas. J'ai adoré ce personnage, j'adorais la complexité, enfin le contraste qu'il y avait dans ce personnage entre ce qu'il était, ses comportements, ce qu'il vous dit, bref. J'ai adoré ce trio. Et donc là on y suit Elizabeth Scrivener, donc si je me rappelle bien comment elle s'appelle, qui est une orpheline qui a été élevée dans ce qu'on appelle une grande bibliothèque. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans le royaume dans lequel ils vivent. Des grandes bibliothèques qui ne sont pas des bibliothèques normales, puisque ce sont des bibliothèques qui enferment et qui renferment des grimoires, tous notés de 1 à 10 je crois, 1 à 4 étant les tout public, 4 à 7 étant on les met au fond de la bibliothèque, vous savez comme dans Harry Potter, là dans la partie des archives, pas des archives, vous savez avec le portail là, quand il va dans la bibliothèque et qu'il y a un endroit avec le portail, il faut une autorisation, la partie interdite là ou je sais plus quoi. Bon ben voilà, ils sont là-dedans, hein, en gros, il faut quand même quelques autorisations pour les approcher. Et ensuite il y a les grimoires de 8 à 10 il me semble, bon en gros c'est ça, qui eux sont gardés de façon pas du tout accessible dans les cryptes de ces grandes bibliothèques, parce que ce sont des grimoires bien trop dangereux et bien trop imprévisibles, voilà, qui sont animés d'une certaine conscience entre guillemets.
Et du coup, on a ce jeune protagoniste, cette jeune protagoniste qui veut devenir gardienne. Et donc, bon, garder donc les grimoires, et notamment les grimoires les plus dangereux de son royaume, comme son mentor qui l'a élevé, en fait, finalement, au sein de la bibliothèque. Et puis, tout allait bien dans le meilleur des mondes, plus ou moins, jusqu'au moment où notre chère Elisabeth se réveille une nuit, comprend pas trop pourquoi elle se réveille, tout le monde est endormi, elle soupçonne, je sais plus si elle a entendu un bruit ou si elle a senti qu'il se passe un truc. Bon, en tout cas, le fait est qu'elle se lève, elle va faire sa ronde un petit peu dans la bibliothèque, voir qu'est-ce qui se passe, elle s'étonne de ne voir justement aucun gardien qui ne fait de ronde. Et là, elle tombe sur le corps de sa fameuse maîtresse d'art, là, son mentor, je sais pas, sa mentoresse, je sais pas comment on dit au féminin, là, et allongée voilà, sur le sol dans un bien piètre état puisque elle est décédée. Et donc va s'en suivre toute l'aventure de ce personnage. Qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, pourquoi, quel est le rapport avec la bibliothèque, pourquoi il y a eu cette attaque dans la bibliothèque, de qui, de la part de qui, est-ce que ce serait un livre, un grimoire qui se serait transformé en une créature? Ils appellent ça, comment ils appellent ça, je sais plus, c'est un nom, les livres. Bon, mais comme ça, je vous spoil pas, parce que je me rappelle de rien. Comment ça s'appelle? Un maléfique. Maléfique, je crois que ça s'appelle. Quand les grimoires prennent apparence monstrueuse et se transforment dans une espèce de réaction en chaîne. Est-ce que c'est ça? Et si c'est ça, qu'est-ce qui en est à l'origine? Parce qu'un grimoire, il ne se libère pas tout seul. Voilà. Et donc, on a... ce que j'ai bien aimé, c'est notamment, tout comme ici, la romance, mais derrière, loin derrière l'intrigue, exactement comme dans La Passe Miroir. Je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime. J'aime bien quand il y a des romances, parce que... Est-ce que j'ai un cadre? Oui. J'ai un cadre qui me reflète le verre se reflète sur moi. Bref, je me rends compte que j'aime beaucoup ça dans les livres. Je sais pas vous, mais moi, les romances, je dis pas de romance, parce que j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Bon, romance, ok. Par contre, j'aime bien quand il y a des choses qui se passent entre les personnages, des sentiments qui naissent, des relations qui évoluent. Mais je veux pas que ça prenne la place devant la fantaisie et devant les intrigues liées à la fantaisie, à la magie, à tout ça. Parce que sinon, en fait, on perd le truc. Et donc, tout comme dans La Passe Miroir, où c'est vraiment très en arrière, La Passe Miroir, c'est encore plus en arrière, hein, la relation amoureuse, entre guillemets. Ben, dans ces deux, je trouve que c'est super bien dosé. C'est-à-dire qu'on sent que les personnages, il se passe des trucs petit à petit, lentement. Les relations évoluent, mais ça vient pas du tout prendre le pas sur l'intrigue principale. Et donc je me rends compte que c'est le genre de fantaisie que j'aime le plus quand il y a des relations comme ça entre les personnages, mais ok, derrière, en second plan. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais prendre un peu au pif les trucs autour de moi. C'est les réceptions. Et avant ça, juste, je voulais vous montrer ça, parce que, alors, je sais pas si vous connaissez la marque Manta Sleep là. Je me le suis mis là pour pas oublier de vous le montrer parce que je trouve ça trop bien et que je m'en sers du coup. J'avais déjà depuis longtemps moi des masques pour le sommeil Manta Sleep parce que ici au Canada il n'y a pas de volet. Donc en fait le matin quand on n'est pas habitué au début on s'était acheté des masques. Maintenant bon ça va mieux. Mais ou des fois quand mon mari regarde la télé, parce qu'on a une grande télé en face aussi grande que celle du salon qui est juste à côté de moi. Dans la chambre on a une grande télé, c'est en mode de quand on est dans le lit c'est cinéma. Et donc des fois quand il regarde la télé, ben moi je mets mon petit bandeau comme ça, je suis nickel. Et alors le problème c'est que bon moi j'adore les livres audio. Et je mettais mon bandeau. Et par-dessus je mettais mon gros casque anti-bruit machin et tout. Pour écouter mes livres audio, pour avoir à la fois pas de lumière et le son. Sauf qu'on aurait dit un cosmonaute, c'était un peu ridicule, mais voilà. Et je guettais, est-ce qu'il n'y aurait pas le combiné des deux qui sortirait un jour? Et il se trouve qu'un jour, Manta Sleep, donc la marque que je portais déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années même, a sorti ceci. Et donc je voulais vous en parler évidemment.
J'ai un petit lien affilié que je vous mets dans la barre dans la description si ça vous intéresse, vous irez voir. Ils livrent dans le monde entier, je pense. Donc voilà, je vous mets un petit lien, vous pouvez passer par-dessous si ça vous tente. En tout cas, vous avez ici là, donc c'est un masque, hein, vraiment un masque. Vous pouvez rajouter ça au-dessus pour pas que ça tombe trop loin de vos oreilles, ok? Parce que j'en avais un précédemment, mais je l'aimais pas trop, parce que notamment il arrêtait pas de glisser, donc après j'avais les écouteurs là, donc c'était un peu chiant. Là du coup, eux ils ont pas ça à mettre ça, donc ça descend pas plus bas. Ça se scratch comme ça, donc hop. Et vous avez à l'intérieur les yeux, donc ils ont gardé le confort Manta Sleep que moi j'adore, c'est-à-dire que là c'est creusé. Donc en fait vous pouvez ouvrir les yeux, battre des cils, etc. sans que ça touche. En fait vous avez les yeux libres, puisque c'est appuyé autour là, et puis là vous avez un creux. Donc ça déjà ils l'ont sur tout leur masque, donc ça c'est parfait. Sauf que celui-là, ils ont rajouté, ici vous avez des petites oreillettes, donc c'est plat, hein, vous n'avez rien qui appuie. C'est des sortes de petits écouteurs plats en mousse que vous pouvez glisser pour adapter. Et vous réglez ici le son, allumer, éteindre, revenir en arrière aussi, il y a des raccourcis, je crois que c'est 2 touches, ça revient en arrière, 2 ça avance votre livre audio. Vous pouvez écouter évidemment n'importe quoi, de la musique, des podcasts, mais moi c'est vrai que je m'en sers pour les livres audio principalement. Et donc là, le son et pas d'image, vous voyez le truc? Et donc quand ils ont sorti ça, j'étais en mode, oh, ils me le font! Donc voilà, et d'ailleurs ils font aussi, alors ils font pas celui-là pour enfants, mais ils font des masques, notamment pour la lumière pour enfants, mon fils en a 2 aussi. Voilà, mon mari a le masque, moi j'ai un masque et du coup j'ai aussi ce masque là. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà, donc c'était juste pour vous. Je me l'étais mis sur le côté parce que ça fait un moment que je vais vous en parler et puis comme on se voyait pas, on se voyait pas. Mais voilà, si ça vous tente, sachez que ça existe et que c'est quand même très très bien. Voilà, ça remplace pas, enfin, vous n'avez pas la même qualité de son évidemment qu'un. Bon, moi j'ai un casque très très plus où j'ai vraiment l'anti-bruit, etc. Donc c'est immersif. Là évidemment, vu que ça vous prend pas l'oreille comme ça de façon hermétique, c'est moins immersif. Mais vous entendez le livre audio, je veux dire, c'est pas de la musique où vous avez besoin des accords derrière, etc. Donc bref, je voulais vous en parler parce que c'est très très cool. Ensuite, j'ai reçu cette pile colorée que vous allez gagner. Oui, oui. Donc je vous ai montré déjà 2 livres que vous allez gagner là dans les prochains jours sur la chaîne de Muse. Pas sur la chaîne, sur le compte Instagram. Et là, vous allez pouvoir gagner. Oui, là, je sais pas comment on dit, sixtologie. Bref, les 6 livres, c'est l'intégrale. Collector de Dune. Dune, est-ce que je vous présente Dune? C'est sur Netflix, donc tout le monde doit connaître. Science-fiction qui se passe dans le désert. Oui, je suis très désert en ce moment. D'ailleurs, j'en ai reçu un autre qui est dans le même univers que je vous montre après quand je le pioche. Et donc du coup vous allez pouvoir gagner, donc ça sera en collaboration avec Robert Laffont, l'intégrale collector de Dune, voilà. Alors on nous dit le chef-d'œuvre absolu de la science-fiction, oui donc c'est bien science-fiction, édition du 50e, traduction revue et corrigée, donc ça c'est pour les éditions que j'ai en main qui sont donc des hardcovers très 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 belles, voilà. Monochrome, non elles sont même pas monochromes parce qu'elles sont pas toutes, bref duochrome en tout cas, à 2 couleurs là. Et alors on nous dit, eh bien on nous dit rien du tout parce que c'est là que j'aurais aimé qu'on me dise Angeline tu es en train de lire le résumé du tome 6. Oui donc tu te spoil mais tu spoil tout le monde, voilà c'est très bien, donc je vous coupe le son, blablabla bla, 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 bla. Oui très bien, et puis bon maintenant c'est fini, on y retourne hein. Voilà il y a des préfaces et tout, et c'est joué d'ailleurs par Timothée Chalamet sur Netflix, qui est un Français de plus ou moins mon âge, mais qui a été élevé, je crois, aux États-Unis. Je crois qu'il a passé une partie de son enfance aux États-Unis. En tout cas, au moins un de ses 2 parents est américain et l'autre est sûrement français du coup. Et donc, mais c'est lui qui joue, puisque du coup il parle les 2 langues très nativement. Et donc c'est un Français qui joue, enfin français, franco-américain, qui joue le personnage principal. Et c'est lui d'ailleurs, alors ça j'ai très très hâte, qui va jouer dans, enfin qui a joué mais qui n'est pas encore sorti, dans Charlie et la chocolaterie, version, ça s'appelle pas Charlie et la chocolaterie, du coup ça s'appelle Willy Wonka. Non, en fait ça s'appelle juste Wonka. Et il sort aux alentours de Noël, évidemment. Et donc on verra, c'est lui qui joue Willy Wonka, mais de son enfance à son âge adulte. Et donc on voit Willy Wonka avant la chocolaterie. Voilà, donc
Vous allez pouvoir gagner le tome 1. C'est pas du tout le 1, pourquoi j'en monte dessus? Ah, je les ai à l'envers. Ça, c'est le dernier. Alors, le 1, celui-là, couleur chocolat d'ailleurs. Vous allez pouvoir gagner donc celui-ci, le 2. Donc, le 1, il s'appelle pas. Il s'appelle pas. Donc, c'est de Frank Herbert, pour info. Je suppose que du coup, le 1 s'appelle Dune. Je suppose. Oh, mais attends, ça veut dire que je vous ai lu le résumé du 5. Quelle quiche. Bon, de toute façon, moi, j'en suis pas là et j'ai rien compris au résumé. Donc, à part que Dune... bon, on s'est spoilé ça, quoi. Alors, en fait, le premier, c'est « Il n'y a pas dans tout l'Empire... » Je me disais, il y a beaucoup de noms qu'on ne sait pas qui c'est. Pourquoi ils nous citent tout ça? Bah oui, bah c'est normal, en fait. C'est un tome sec. Il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. Ah, mais Dune, c'est une planète. Oh, ah oui, non, je n'ai pas compris, moi. Partout du sable à perte de vue. Bon, je pensais que Dune, c'était la région, quoi. Tu vois le truc? Oui, j'ai pas encore regardé. Si j'ai commencé, je me suis endormie et depuis, j'ai jamais repris. Partout du sable à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie, née du désert et que l'univers tout entier convoite. Bah oui, tout de suite, c'est plus logique comme premier résumé. Donc, Dune 1. Dune 2, c'est le Messie de Dune. C'est bleu. Est-ce qu'on le voit que c'est bleu? Là, tu le vois là? Ensuite, les enfants de Dune. C'est vert et vert, quoi. Ensuite, qui qu'on a? Attends, mais je te le donne dans l'ordre, là? Oui, 4. L'empereur Dieu de Dune. Ensuite, les hérétiques de Dune. Je t'ai montré bleu. Je sais plus ce que je fais. Bleu, rouge et la maison des mers. Où je nous ai tout spoilé. Enfin, tout. Bon, ça finit toujours comme ça, les séries. Il y a tout qui est détruit et au dernier moment, il faut tout reconstruire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu chez Calidor, Maîtresse des maîtresses, qui est leur dernière parution dans cette édition à nouveau collector. Voilà. On note, comme d'habitude, le travail éditorial de fou furieux chez Calidor. Ça, avec toujours des illustrations. Toujours, voilà. Et là, donc, ça nous dit que le roi Mézance avait planté les 3 royaumes sur un siège inébranlable. Mais à sa mort, c'est-elle une épée brisée que le Rerek, la Messerie et la Finisland, 3 royaumes donc, reviennent à son fils. Brusque, quand il aurait dû se montrer prudent, le nouveau souverain ne dispose pas de la poigne de fer de son père. Ainsi, le bâtard de Mézance, le duc Barganax, accompagné de sa maîtresse Fiorenda, ne tarde pas à revendiquer le trône, au même titre que le vicaire du Rerek, qui charge son cousin Lessingam de plaider sa cause. Mais ce dernier est un oiseau des tempêtes, un homme à la noblesse rare, plus prompt à réserver l'équilibre des royaumes que son propre camp. Ok, et donc on nous dit que c'est au cœur de la Zymiamvi, contrée esquissée 13 ans plus tôt dans le serpent Ouroboros, que je vous ai déjà présenté aussi, qui existe aussi dans cette collection et que j'ai juste là, que l'auteur choisit d'ancrer Maîtresse des maîtresses, roman aux accents poétiques et philosophiques sans précédent dans l'histoire de la fantaisie. Ce titre emporte le lecteur sur un vaste échiquier de pouvoir, anticipant le succès bien des décennies plus tard des sagas comme celle du Trône de Fer. Donc là c'est pure fantaisie. Ça a été fait quand ça? C'est sorti quand? 1935 celui-là. Là on voit 1935 Calidor, l'autre 1919 on a dit. Voilà, donc j'ai reçu ça et donc... ah non, j'allais dire il est à gagner, non. C'est 2 autres que je vous ai montré avant qui sont à gagner. Donc celui-là c'est une prochaine lecture du coup et je vous en reparle dès que je le lis. Comme d'hab. Même si je suis très lente à lire. Ensuite, j'ai reçu... Oh, ça aussi, vous allez pouvoir gagner. Non, par contre, vous allez craquer vos vêtements. Est-ce que j'en ai d'autres là? Attendez, parce que j'ai tout mélangé, moi. Non? Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Non, je rigole pas. Vous allez pouvoir... Je viens de tourner le réel. Vous allez pouvoir gagner ça.
Ça, c'est un concours. C'est les 12 tomes de... Comment ça s'appelle? Son espionne royale. Voilà. Oui. Sans rire. Avec, vous allez pouvoir gagner ça, plus le t-shirt que je porte en ce moment. Voilà. Comment vous dire? Quand je dis vous allez pouvoir le gagner, à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est sur le compte Instagram de musebook.club sur Instagram, je l'ai dit. Donc là, j'ai mis mon bazar. On va essayer de les montrer dans l'ordre ce coup-ci. Attends. J'arrive. Alors, tome 5. Ça va pas. Tome 7. Tome 11. On n'est pas rendu les filles. Hein. Tome 2. Tome 4. Hop. Tome 12. Donc c'est le dernier. En bas. Parce que là c'est bon. Hein. Je t'ai déjà spoilé un truc. Tome 1. Je me le mets de côté. Tome Hanks. T'as eu la blague? Allez, je rigole. C'est pour faire passer le temps pendant que je trie. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, on les a. 5, 7. Où t'es le 6? 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on y est. Alors, donc vous allez pouvoir gagner la série Son espionne royale complète. Complète. En tout cas, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont prévus. Mais donc c'est chez Robert Laffont à nouveau. Donc Robert Laffont qui vous gâte parce qu'ils vous font déjà gagner toute la série de Dune complète collector. Et alors Dune, c'est pas encore. Ça sera à l'occasion de la sortie du second film. Donc c'est là. Je le garde au chaud. Donc suivez parce que vous allez pouvoir le gagner. Et là par contre, là, parce que là j'ai tourné le réel. Vous allez pouvoir gagner du coup Son espionne royale. Tome 1 mène l'enquête, Son espionne royale mène l'enquête. C'est publié donc chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire et c'est écrit par Rhys Bowen. Donc là, je vous lis que le résumé du tome 1 parce qu'il ne faut pas déconner, on va pas faire l'erreur 10 fois. Et alors là, ce que j'ai bien aimé, entre Downton Abbey et Miss Marple, une série d'enquêtes royales so-british. Qui n'est pas fan de ça? Pas moi. Moi, je suis très fan de ça. Donc, sa première mission royale, espionner le prince de Galles. Londres 1932. Lady Victoria, Georgina, Charlotte, Eugénie, fille du duc de Glengarry et Rannoch, 34e héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son demi-frère lui a coupé les vivres. Et voilà qu'en plus, ce dernier veut la marier à un prince roumain. Georgie, qui refuse qu'on lui dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour échapper à cette funeste promesse de mariage. Elle va devoir apprendre à se débrouiller par elle-même. Mais le lendemain de son arrivée dans la capitale, la reine la convoque à Buckingham pour la charger d'une mission pour le moins insolite, espionner son fils, le prince de Galles, qui fricote avec une certaine américaine. Voilà. Donc ça m'a l'air bien génial. Du coup, vous allez pouvoir gagner celui-ci, tome 1. Ensuite, vous allez pouvoir gagner Son espionne royale et le mystère bavarois, tome 2. Ensuite, Son espionne... Oh là là, pourquoi j'arrive pas à le dire? Son espionne royale et la partie de chasse. Très automnale. Je lis pas la 4e là. Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie, tome 4. Ensuite, Son espionne royale et le collier de la reine, tome 5. Donc là, on est repassé en été. On est où, en Italie? En tout cas, quelque part où il fait bien beau. Ensuite, nous avons, alors celui-là, Son espionne royale et les 12 crimes de Noël. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que tout cela se suit? Alors, je suppose que oui, dans le sens où ça doit être comme Agatha Raisin. J'en suis d'ailleurs au tome combien? J'ai tout écouté en audio. Tome 5, Agatha Raisin, j'ai fini, je crois. Quelque chose comme ça. Et on peut lire Agatha Raisin, vous savez, séparé. Mais le personnage d'Agatha Raisin évolue, et ses relations avec les personnages évoluent, et donc en fait si on en lit un avant l'autre, oui l'enquête, bon ok, mais c'est pas conseillé quoi, parce qu'en fait on comprend pas ses relations avec les autres personnages qu'elle a rencontrés, Bon, donc je suppose que c'est pareil, mais si vous pouvez me le confirmer, si vous le savez, parce que sinon j'aimerais beaucoup le lire à Noël, là, mais et je crois que ça serait pas une bonne idée si j'ai pas lu tous les autres avant, et il est clair que je n'aurais pas lu 5 tomes avant Noël, puisque comme je travaille toute la saine journée sur Muse et sur Avorite, donc mon autre entreprise, et sur un projet secret
bon, qui me prend que 30 minutes par jour, plus ou moins, mais quand même. Je sais, je vous laisse sur ça, mais c'est une chaîne YouTube et c'est pas en français et on voit pas ma tronche. Donc en gros, vous en avez rien à faire. Mais pour dire que du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour autre chose. Et la vie de famille, bien sûr. Donc ensuite, tome 7. Donc dites-moi hein, pour ça. Est-ce que je peux le lire à Noël ou pas si j'ai pas lu les autres? Je crois pas, mais dites-moi. Son espionne royale et l'héritier australien. Tome 7. Voilà. Ensuite, 8. Son espionne royale et la reine des cœurs. Donc là, on est en mode Hollywood. Il y a vraiment un thème hein, pour chacun. Le 9, son espionne royale et les conspirations du palais. Alors là, on est full automne, quoi. Trop joli. Le 10, son espionne royale et le baron non, pas islandais, irlandais. J'aime beaucoup trop les couvertures, elles sont trop cool. J'adore cette espèce de blason, là, on dirait dans un portail, vous savez. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le 11, son espionne royale au service de sa majesté. Et le petit dernier, son espionne royale, 4 enterrements et peut-être un mariage. Voilà, donc ces 12-là, vous allez pouvoir gagner. C'est pas 12 gagnantes, vous avez compris, c'est une personne qui gagne tout. Est-ce que ce sera toi? Oui, toi. Peut-être. Mais il faut jouer pour ça. Tu connais, hein, tous les gagnants de loto ont tenté leur chance, un truc comme ça. Bon, bah c'est pareil sur les concours de muse. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une insolente curiosité de Lynn Messina. Je me suis fait mal. Publié chez 10-18. Ce petit truc trop mignon. Voilà. Qui nous dit que c'est entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton. Une enquête haut en couleur au temps de la Régence anglaise. Bref, c'est tout ce que j'aime. Je comprends pourquoi... j'ai vu avec Robert Laffont si on pouvait vous faire gagner ceci, parce que c'est toujours voilà, un truc que j'aime bien. Donc, on nous dit Béatrice Hyde Clare détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place dans l'ombre de ses cousins. Mais quand Béa trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Caissegrave. Voilà, c'est tout petit, c'est très mignon, ça donne très envie de le lire, notamment à Noël. Oh, j'ai pensé à un truc pour Noël. Je crois qu'on va faire un challenge lecture en décembre sur le compte de Muse. C'est encore qu'au stade d'idée là, j'y ai pensé hier. Mais je me suis dit, oh, ça serait cool quand même. Donc peut-être qu'on va faire ça. Ensuite, j'ai reçu Les Trois Mousquetaires suite à la sortie du film récemment. Toujours de la part de 10-18, publié par Alexandre Dumas. Non, écrit par Alexandre Dumas. Bon, est-ce que je vous présente ça? C'est l'histoire des Trois Mousquetaires, le classique. Voilà, dans une nouvelle édition chez 10-18. Donc, D'Artagnan et tutti quanti. Hein. Je vais pas vous refaire le truc. Mais en tout cas, il y a cette nouvelle édition dispo. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai reçu le tome, combien? 5? 4 ou 5? Je crois que c'est 5. Hein. De La Villa aux Étoffes. Donc, c'est Tempête sur la Villa aux Étoffes. Toujours chez 10-18. Voilà, donc, suite. Mais c'est suite et fin, non? Ça aussi, dites-le moi en commentaire, je veux bien savoir. Est-ce que c'est le tome 5? Et est-ce que c'est la fin de la saga? Je crois que oui, hein. Donc, bon, bref, je vais pas vous lire le résumé du coup parce que, bah, hein, tome 4 ou 5. Mais, non, 5. Je crois que j'en ai 4 là-bas dans ma bibliothèque. Je crois. Je suis presque sûre. Bon, confirmez-moi quand même parce que je suis pas tout à fait sûre. Ensuite, j'ai reçu ceci que vous avez déjà gagné sur le compte Instagram de Muse lors du précédent concours. C'était le dernier. Oui, je crois. Qui sont les intégrales, en fait, qui rejoignent le tome 1 et 2 ici, et 2 et 3 ici, des détectives du Yorkshire. Voilà, sachant que je crois qu'en individuel, c'est au moins sorti jusqu'au tome 6, actuellement. Et donc, il y a une autre intégrale comme ça, enfin, une autre, comment on dit? C'est pas une intégrale, du coup, il y en a 2 dans 1. Une semi-intégrale. Une duo, c'est pas une duologie c'est quand c'est fini en 2 tomes. Bon,
j'ai compris. Et voilà, donc c'est par Julia Chapman, avec de nouvelles illustrations. Donc j'adore ces éditions-là, avec du doré. Je les trouve encore plus belles que les éditions de base, là. Donc dans celui-là, on a Rendez-vous avec le crime, qui est le tome 1, Rendez-vous avec le mal, tome 2. Ensuite, le tome 3, Rendez-vous avec le mystère, et le tome 4, Rendez-vous avec le poison. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le résumé, c'est quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, certains habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontre amoureuse. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre que son nouveau locataire n'est autre que Samson, son ami de longue date, tout juste revenu au pays. Les choses prennent un tour inattendu, lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Dès le début, c'est le début d'une collaboration qui les mènera à braver tous les dangers aux quatre coins de Bruncliffe. Voilà, donc c'est chez Robert Laffont, toujours d'ailleurs dans la collection La Bête Noire, comme j'ai dit 10 fois le titre et je ne me rappelle déjà plus, Son espionne royale. Et donc là encore, c'est Robert Laffont qui vous a gâté. Donc là, ça commence à faire beaucoup que Robert Laffont vous gâte. Et bon, celui-là, si vous l'avez raté, sorry, il faut nous suivre sur Instagram, n'est-ce pas? Mais du coup, il y en a beaucoup d'autres qui arrivent, concours. Donc, vous nous suivez là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de Robert Laffont, encore une fois. Décidément, on est potes. D'ailleurs, il y a une collab avec Robert Laffont qui doit arriver, qu'on espère qu'il va arriver, autant eux que nous. Bon, on verra. C'est dans les mains des services juridiques obscurs. Voir si on peut faire quelque chose qui marche, mais on s'en reparle. J'ai reçu du coup, faites votre révolution... Non, faites votre glucose révolution, pas votre révolution glucose. C'est une française aussi, mais qui parle qu'en anglais dans ses contenus. Donc, voilà, Jessie Inchospé. Son compte, c'est Glucose Goddess, comme ça. Et alors, elle a mis à jour, en tout cas, elle a rendu public toute une... pas théorie, mais... comment dire? Elle a mis à jour, elle a rendu public des choses, on va appeler ça des choses, sur le glucose et l'effet sur le corps, etc. Multiples, voilà, des effets multiples et variés et très souvent indésirables, n'est-ce pas? Et moi j'ai essayé ça. Et ben moi j'avais notamment, ma problématique notamment c'était d'avoir des imperfections sur la peau. Je me disais mais quand même c'est pas possible à 31 ans, pourquoi j'ai toujours la peau granuleuse, des petits boutons, des petits... Et là on voit que j'en ai de nouveau. Pourquoi? Parce que j'avais arrêté de manger à fond du sucre et que là j'ai repris parce que on a acheté une bonne miche de pain et que pendant quelques jours je me suis fait des tartines de confiture le matin et pouf, ça fait pas des chocs à pic, ça fait des boutons. Et ça j'avais arrêté. Donc ça c'est le premier truc, réduire un petit peu les sucres, mais surtout manger des fibres avant, parce que quand tu manges des... Bref, je te fais pas le topo, tu iras voir sur son compte, mais en gros en mangeant des fibres avant tous mes repas, et surtout quand je savais qu'il y avait du sucre en dessert ou autre, et ben en même pas une semaine, presque plus de boutons. Truc de fou. Elle partage des témoignages où il y a carrément des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants depuis des années, qui ont appliqué sa méthode, qui en gros ce que je t'ai dit, moins de sucre et des fibres au début de chaque repas, et qui ont réussi à avoir un enfant très rapidement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, il y a plein de témoignages comme ça de gens qui avaient des soucis quoi, de santé divers et variés et qui se sont, si ce n'est pas complètement guéris, au moins rudement améliorés. Et moi typiquement ma peau ça a été le cas. Donc là je suis dégoûtée de revoir des petits, tu vois, c'est pas lisse quoi. Et donc, ben, j'ai fermé le pot de confiture et j'ai dit, oh stop, je suis dégoûtée. Donc, en fait, tu peux en manger, mais plutôt en dessert, pas à jeun quand tu te lèves, tu vois. Voilà, bon, tu liras ça, et puis tu m'en diras des nouvelles. Hein.
Et puis, si ça ne te suffisait pas, elle a sorti un deuxième livre qui vient de sortir, celui-là. Donc, c'est Glucose Goddess, la méthode, qui est un peu un compagnon de celui-là. Bien que si tu dois choisir entre les deux, prends celui-là. C'est vraiment le plus important. C'est le 1, c'est celui qui est sorti en premier. Et c'est celui qui t'explique tout, enfin, ce que je viens de t'expliquer, mais en plus détaillé, évidemment. Et celui-là, c'est le programme scientifique de 4 semaines pour réduire vos fringales, retrouver votre énergie et vous sentir en pleine forme. Donc, c'est un peu un challenge, pour le coup, où dedans, on t'explique un peu des trucs et des machins. Et ensuite, tu as beaucoup de recettes. Tout le reste du livre, c'est un livre de recettes. Qui sont des recettes de trucs faciles et tout, et qui sont adaptées, du coup, à ne pas mettre de sucre, tu vois, dans tes... c'est des recettes un peu sans sucre, faciles, etc. Donc, il vient en complément de celui-là. Si tu manques d'idées sur, ok, j'enlève le sucre, mais voilà. Mais typiquement, même sans ça, nous, typiquement, c'est, tu vois, tu manges des amandes avant de commencer ton repas, ou tu rajoutes des graines de chia dans ton yaourt, ou tu as des trucs tout bêtes. Eh ben, il suffisait de ça, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, mais il suffisait de le savoir en même temps. Donc voilà, ensuite j'ai reçu ceci que je me suis commandé pour un concours que je viens de tourner aussi, je vous montre là parce que j'étais là, mais ça vient dans les jours à venir, vous allez pouvoir gagner la voleuse des toits, ainsi que cette jolie affiche issue du livre. Voilà, voleuse des toits que j'avais moi lu il y a longtemps quand c'était auto-édité. Voilà, je l'avais lu en livre numérique. Et il est sorti du coup chez Rivka, là, c'est leur dernière parution. Et du coup, je me suis dit, c'était bien sympa. Est-ce qu'on le ferait pas gagner à la communauté, hein? Eh bien si. Donc on va faire ça avec Rivka. Dans les prochains jours qui suivent la sortie de cette vidéo. Et alors, je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé. Il y en a beaucoup qui ont eu des coups de cœur pour ce livre. Alors... bon, moi, j'ai du mal à avoir des coups de cœur de manière générale. C'est pareil, dans la vie, j'ai du mal à avoir un truc préféré. Vous voyez, j'aime souvent plusieurs choses. Et j'ai du mal à avoir un truc préféré à mort à vie, là. À la vie à la mort, plutôt. Mais j'avais franchement bien aimé. C'était très chouette. De mémoire, on parle du... Je vais voir après dans le résumé si je ne dis pas de bêtises. Mais on suit je ne sais pas si c'était une aristocrate, mais en tout cas une fille bien née, qui le jour est bien sous tout rapport, et la nuit, elle s'évade, elle va courir sur les toits pour avoir un peu de liberté dans ce monde où elle est contrainte par le protocole, disons. Et puis un soir, tout bascule. Quel résumé pourri. Et elle va rencontrer, comment s'appelait-il? Voyons si ma mémoire, ça fait quand même quelques années que je l'ai lu. Elle va rencontrer Mathias. Ouais. Il y a un truc en as à la fin. Bon, ça, et puis, par un malencontreux hasard, ils vont se retrouver dans une autre époque, quoi. Genre, voyage dans le temps. Et on va passer pas mal de temps dans cet endroit-là. Je me rappelle quand j'ai lu. Et après, bon, bref. Pas vous spoiler parce que de toute façon c'est nul mon truc. Alors, véritable pilier de la société, les règles écarlates. Ah oui, c'est ça. Les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour. Je me rappelais plus de la musique. C'était quoi qui se passait avec la musique? Oh, j'avais complètement occulté ça de mon esprit. La musique? Je me rappelle plus. Mais c'est ça qui est bien avec moi, c'est que j'ai tellement une mémoire de poisson rouge quand je lis des romans ou que je regarde des films, que je peux les relire genre 3 ans après, je redécouvre tout, c'est merveilleux. Comme ça la bibliothèque elle tourne en boucle, vous vous ruinez plus, vous avez toujours des nouveaux livres, en fait des anciens, mais vous vous rappelez plus, donc c'est merveilleux. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Eleonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Ah, c'est ça. Elle était fiancée, elle ne l'a pas rencontré. Enfin, pas par hasard, quoi. Qui est donc Elias Dobré. C'était pas Mathias, mais il y avait un as, je l'avais dit. Cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu. Et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt, plongée dans un voyage au-delà du possible? Voilà, je me rappelle des bribes de trucs. Mais alors,
je me rappelle certaines scènes. Mais je sens que, tu vois, si j'attends 2 ans de plus, j'aurais carrément peut-être oublié ces quelques scènes. Et là, ça sera redécouverte. Donc, je me rappelle juste que c'était très bien, que beaucoup de gens l'ont classé dans leur coup de cœur. Et que Laure Dargelot, de manière générale, qui est l'autrice donc, ça marche toujours bien. Là-bas, j'ai dans la bibliothèque Prospérer une virgule point et la phrase sans fin, qui est son second roman, donc qui est là-bas et qui est aussi super. Je me suis régalée. Pareil, il faudra que je le relise parce que j'ai des bribes de souvenirs, mais je sais plus tous les tenants et les aboutissants. Et le dernier, et j'ai lu aussi son 3e roman, en fait j'ai lu tous ses romans, j'ai lu son 3e roman qui est Les Oubliés d'Astrelune. On reconnaît son style, là maintenant. Je prends celui-là, c'est le plus éloigné peut-être de son style actuel. Enfin, les 2 suivants se ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à celui-là, dans le style et tout, et les thèmes. Et donc, Les Oubliés d'Astrelune, pareil, beaucoup aimé. À chaque fois, c'est pas des coups de cœur, mais comme je vous dis, je sais même pas si j'ai des coups de cœur de temps en temps, mais vraiment beaucoup aimé. Simplement, choix de la maison d'édition, j'ai pas compris, parce que Laure Dargelot, donc au départ, était auto-édité. Elle a choisi Rivka pour celui-là et son 2e, très cool, parce que Rivka fait notamment des beaux objets livres, donc très chouette. Par contre, pour le dernier, elle a choisi une maison d'édition qui, d'après la qualité du livre que j'ai reçu, fait de l'impression à la demande. Quel est l'intérêt? Je sais pas, parce que du coup, vous recevez un livre chez vous d'une qualité impression à la demande, type qualité impression à la demande d'Amazon, qui est mauvaise en fait, les impressions à la demande d'Amazon. Malheureusement, j'espère qu'un jour ils vont améliorer ça. Ça serait vraiment merveilleux, et pour moi la première, pour pouvoir écrire mes livres et les vendre en auto-édition, mais parce que c'est mauvais quoi, c'est mauvais. Alors je sais que maintenant ils ont sorti justement une version hardcover, où vous pouvez pas faire des dorures et tout, mais vous pouvez imprimer dessus. Donc moi je préfère qu'elle ait des jaquettes et tout, mais bon. Donc je sais pas quelle est la qualité de ceux-là, mais les livres normaux, la qualité est nulle. Il y a une espèce de... Par-dessus la couverture, il y a une espèce de film plastique qui, quand vous lisez, vous savez, il se décolle en bas. Ça arrive des fois sur certains livres et ça arrive tout le temps sur ceux d'Amazon. La couverture est super fine. Ils sont très lourds. Donc le grammage du papier n'est pas du tout adapté. C'est pas un papier léger, c'est une espèce de papier compact mais fin en même temps. Bref. Donc je sais pas pourquoi le choix de cette maison d'édition. Je crois qu'elle s'appelle Explora. Enfin, je pense que c'est pas une maison d'édition au sens qu'on me l'entend, c'est peut-être une personne. Et typiquement, Rivka, c'est une petite maison d'édition où il y a une personne derrière, que du coup que je connais via mon activité, mais qui a une qualité, ok, maison d'édition, pas auto-édition. Donc bon, je trouvais ça un peu dommage, mais ma foi, si un jour il sort chez Rivka, je serais ravie de l'avoir dans une belle édition. Ensuite, j'ai reçu de la part de ma maman. Ma maman, elle me ramène souvent des trucs quand elle part en vadrouille, en camping-car avec son conjoint. Et là, dans un des derniers colis qu'on a reçus au Canada, où il y a toujours des cadeaux pour un petit peu tout le monde, elle m'a glissé un livre. C'est les 130 énigmes dignes de Sherlock Holmes. Je trouve ça génial parce que c'est tenter de résoudre ces 130 mystères, casse-tête et jeux de logique. C'est chez Larousse, et d'ailleurs, normalement, on commence pareil, on va avoir des concours qui arrivent avec Larousse sur le compte Instagram de Muse. Et donc, ça se présente comme ça. Ça monte en difficulté au fur et à mesure. Et c'est des énigmes, quoi. J'aime trop. J'aime bien m'en lire une de temps en temps et m'agiter le cerveau dessus. Donc, ça rend un peu fou. Mais vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, vous avez toutes les énigmes, là. Et c'est tout. Niveau 3, ouais. Après, c'est solution. Et donc, voilà. Je trouve ce livre très très cool. Mais justement, notamment pour un cadeau. Voilà. Donc, si ça vous donne des idées, 130 énigmes dignes de Sherlock Holmes. Ouais. Trop cool. Merci, maman. Ensuite, j'ai reçu ce tome-là qui est le tome à nouveau 5, je crois. Et toujours de la part de chez 10-18 comme La Villa aux Étoffes. Donc, c'est 20 ans et des poussières. La série donc de Cozy Mystery de Anne Granger. Voilà. Dont on ne va du coup pas lire le résumé non plus.
Je vous ai déjà présenté les quatre premiers tomes. Donc, c'est le suivant. Sachez qu'il est sorti. Et ça fait très, voilà, automne dans la campagne anglaise, là. Est-ce qu'on voit? Non, il ne dit pas plus. Mais oui, c'est un tome 5. 5, je crois. Ça aussi, si vous savez, dites-moi. Je crois que c'est tome 5. Donc, voilà, prochaine lecture. J'ai plusieurs espaces bibliothèques chez moi parce que on est en appartement ici et que du coup, je ne peux pas en avoir qu'un dans une seule pièce, n'est-ce pas? Et donc, j'en ai une là, ma principale, entre guillemets, au salon. J'en ai un deuxième espace bibliothèque dans le couloir. Et j'en ai une qui sont 2 petites bibliothèques T-Books à ma chambre. Et à ma chambre, c'est tous mes cosy mysteries. Et ben, maintenant que j'ai reçu tous les trucs Robert Laffont, eh ben ça rentre plus. Donc lui, je pense que je vais pouvoir lui trouver la place à côté de ses copains. Et les autres, je pense qu'ils vont être sur l'étagère au lieu d'être dans les étagères. Parce que je vois pas comment je vais faire. Enfin bref. Ensuite, j'ai reçu de la part de Charleston L'appel des colombes. Que j'ai très hâte de lire. Donc cette autrice, il y a marqué déjà 1 million de lecteurs conquis. C'est l'autrice de Le lilas ne refleurit qu'après un été rigoureux, qui était son premier roman, visiblement. Et donc ça, je suppose que c'est le deuxième. Le premier, c'était aussi sur la guerre. Hein. On le voit là, avec les avions dans le ciel. Ouais. Donc, Paris 1940, Les Colombes d'Or, c'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connues de la Gestapo, alors qu'elles forment l'un des duos d'espionnes les plus redoutables de la résistance. Mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück, en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. 10 ans plus tard, elles ont toutes deux survécu à l'enfer des camps. Tandis que Josie traque les fugitifs nazis à travers le monde, Arlette, elle, tente de retrouver son fils disparu. Pourtant, le destin va les réunir pour une dernière mission, peut-être plus dangereuse encore que tout ce qu'elles ont traversé. Arrêter le médecin qui a pratiqué d'innombrables expériences sur leur famille à Ravensbrück. C'est le début d'une quête bouleversante pour obtenir justice et protéger ceux qu'elles aiment. Inspiré de faits réels, L'appel des colombes nous entraîne dans un récit haletant et éblouissant porté par 2 héroïnes aussi courageuses qu'inoubliables. Moi, de façon générale, bon, c'est une bricasse, mais comme vous avez vu avec La Cité de Letton notamment, moi j'aime bien ça. J'ai toute une petite collection là de romans historiques. Et c'est très souvent avec moi, ça tourne souvent autour de guerre, enfin Seconde Guerre mondiale, révolution et début de la colonisation de l'Amérique, notamment ici du Canada et notamment ici du Québec. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Le mot, c'est pas j'aime bien, mais j'ai besoin là de connaître ces périodes récentes, entre guillemets, de l'histoire. Voilà, donc à travers des romans, tu vois, j'apprends le truc. Je regarde aussi pas mal de petits reportages, notamment sur YouTube et tout, sur ces sujets. Et voilà, en tout cas, L'appel des colombes, bien envie de le lire. Et c'est publié donc chez Charleston. J'ai reçu aujourd'hui, de la part de Charleston aussi, enfin de Le Duc, mais qui fait partie des maisons d'édition chez Charleston, Le Duc graphique, donc qui est leur section BD, entre guillemets. J'ai reçu Face au vent, c'est de Fanny Leb, j'ai dit qui c'était là? Oui. De Fanny Leb et Cyrielle Pisapia. Une vraie leçon de vie sur la lutte contre le cancer du sein qui donne une énergie folle. Postface d'Elsa et Tom Leb. Voilà, c'est sur l'autrice Fanny. C'est Fanny? Oui. Donc l'autrice qui a eu un cancer du sein et qui donc raconte tout. Donc je suppose l'annonce, le combat, la rémission, tout en BD. Voilà, donc j'ai très envie de le lire parce que notamment c'est un truc qui nous fait un peu toutes flipper, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez courant. D'ailleurs, récemment, là, une personne très connue, donc Caroline Receveur, a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Donc voilà, moi je sais que la personne qui m'avait vendu mon cheval
puisque quand je vivais en France, j'avais un cheval. Elle est décédée quelques mois après l'achat de mon cheval d'un cancer du sein alors qu'elle avait 22 ans et qu'elle venait d'être maman. Enfin, j'ai l'impression que la maman de mon mari a eu un cancer du sein aussi. Et heureusement, elle est toujours là. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de malheureusement très courant. Du coup, très angoissant. Et du coup, j'avais besoin un peu de savoir comment ça se passe et voir que, ok, ça se guérit. Et qu'il faut juste... voilà. Faire au mieux, n'est-ce pas? Donc, j'ai reçu ça aujourd'hui. J'ai reçu aussi Kimchi Baguette, journal de bord d'une Coréenne en France. Donc, c'est comment les étrangers, et en l'occurrence là, une Coréenne, voit les Français de l'intérieur, puisque je crois qu'elle vit en France maintenant. C'est de Silky. C'est publié chez Dargo dans leur collection Matin. Donc d'ailleurs ils ont un Instagram, chaque fois je vous le dis, mais c'est Matin quel journal, Matin _ quel journal tout accroché sur Instagram, où vous avez des strips BD tous les jours qui sont publiés. Et ensuite de certains strips BD, ils en font des livres complets. Voilà, donc là c'est Silky, est une jeune autrice d'origine... Mais je vous ai pas lu ça là. Bon, enfin je vous ai dit ce que c'était, mais... Celles qui ont vécu cette... Bon, oui, je vous ai dit... oui, c'est ça. C'est exactement le résumé que je vous en ai fait. Donc, Silky est une jeune autrice d'origine coréenne qui vit depuis plus de 7 ans en France. Dans ce journal de bord dessiné, elle nous livre son rapport d'étonnement sur son pays d'accueil. De la contraception aux relations sociales et familiales, en passant par la cigarette et les contraintes administratives, Silky picore des thèmes du quotidien et s'amuse à décrypter les différences entre la culture coréenne et la culture française. Enfin, elle bat en brèche les stéréotypes qui flirtent souvent avec un racisme ordinaire anti-asiatique et nous propose sa version de cette pop culture coréenne qui fascine tant aujourd'hui. Voilà, j'aime bien ces petits formats carrés de chez Dargo. Voilà. J'ai reçu petite leçon de permaculture, toujours de la même collection chez Dargo, collection Matin, de Alexandra Garibal et Audrey Lenné. Voilà, et là ça c'est un mélange de BD et de conseils pratiques. En fait, chaque chapitre, vous voyez, bon, vous avez le chapitre, et en fait à la fin, dans le chapitre précédent du coup, vous avez des conseils comme ça, hop, et donc juste avant vous aviez, du coup je vous montre à l'envers, mais vous avez compris quoi. Le chapitre, les petites BD avec les personnages qui parlent et qui expliquent des trucs, puis les explications plus théoriques pour vous, pour l'appliquer, etc. Et donc on nous dit d'abord il y a un constat pas très réjouissant, les terres fertiles de la planète sont en train de disparaître, malmenées par l'exploitation humaine déraisonnée. Et puis il y a une solution, une lueur d'espoir qui fait du bien, la permaculture. Voilà, et donc on a les deux personnages qui nous expliquent un peu tout ça. Et moi ça m'intéresse beaucoup puisque dès que nous ne serons plus en appartement mais dans une maison, j'ai hâte de pouvoir avoir un potager et même une greenhouse, une serre, mais vous savez, jolie là, style petite maison de verre quoi. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite j'ai reçu et lu La génétique au cœur, toujours chez Dargo, de Philippe Amouyel et Héloïse Chauchois. Et donc là, ça parle de génétique, vous l'aurez compris. Et en l'occurrence, des tests génétiques récréatifs qu'on appelle, qui sont, alors je l'ai découvert, mais qui, grâce à cette BD, qui sont apparemment interdits en France. Et moi, je ne savais pas parce qu'ici, on a le droit de les faire. Et mon mari en avait fait un d'ailleurs. Et en fait, dans cette... donc ça vous dit vos origines, blablabla. Et en fait, dans cette BD, donc j'ai appris déjà que c'était pas autorisé partout dans le monde, et notamment en France, mais que beaucoup de gens les font quand même en France et trouvent le moyen de se fournir ces tests-là, ce qui ne paraît pas très compliqué. Et en fait, c'est intéressant notamment du fait qu'ils disent que tu peux faire plusieurs tests chez différents
boîtes, parce que c'est des boîtes privées qui font ça, et en fait tu auras des résultats différents parce que ça se base sur des bases de données, et donc les statistiques en fonction de ces bases de données, s'ils ont plus de représentation d'une population ou d'une autre, ben, ça fausse les trucs. Et il parle aussi de tout ce qui est du danger et des dérives que des boîtes privées et des informations aussi sensibles que ton ADN. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, ils peuvent les revendre à des boîtes d'assurance, et peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous faire assurer, ou que vous allez payer très cher votre assurance parce que dans votre ADN, ils auront détecté que vous êtes plus sujet à telle ou telle maladie. Vous voyez, ce genre de dérive. Donc voilà, c'est tout ça qui est exploré dans cette BD, avec le papa et la fille. Donc il y a une histoire entre les deux que je vous laisserai découvrir, et pourquoi elle a fait un test ADN, et pourquoi lui il n'est pas content. Et il a plusieurs raisons de ne pas être d'accord, et notamment parce qu'il était, je crois que c'est lui qui est généticien, et donc il lui explique toutes les dérives, etc. Mais elle l'a fait pour une raison précise, etc. Puis elle a découvert quelque chose sur sa famille. Bref, donc je vous laisserai découvrir ça, mais c'était très très chouette. Et j'adore ces BD gros format là, que je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, elles sont grosses BD là. J'aime bien ça. Toujours chez Dargaud, Vers l'infini et les monts Auvergnats, que j'ai lu aussi tout de suite quand je l'ai reçu. Donc maintenant ça doit faire... je sais plus combien de temps, à peu près 3 mois quoi quasiment, je crois, au moins 2. Et donc là c'est, on va suivre ce personnage qui va faire son exode rural, qui va partir à la campagne, et qui va du coup un petit peu tout quitter. Est-ce que je peux vous montrer? Il n'y a pas un endroit? Ouais. Et qui va tout quitter là pour ouvrir son... Ben, comme food truck là. Qu'est-ce qu'elle vendait elle dans son food truck? Café, c'était quoi? Café, épicerie, ouais, elle vendait ce truc général quoi. Et voilà, et elle va tout quitter pour monter pour se mettre à son compte. Et avoir son petit café épicerie itinérant. Voilà, et c'est d'ailleurs l'autrice, hein, on parle de l'autrice là-dedans. Il me semble, là, de mémoire. Parce que il me semble que je me suis dit... je crois que c'est une autobiographie finalement. Il me semble. Considérons que c'est l'autrice, vous vérifierez, mais voilà, et qui nous raconte du coup son parcours en BD, de quitter sa vie, la ville, son travail et tout, avec sa famille pour monter une petite épicerie ambulante et parcourir les monts Auvergnats. Voilà, donc c'était très mimi. Et mais par contre, je me rends compte que vraiment j'ai une mémoire de poisson rouge, ça me fait peur. Hein. Attends, non mais dites-moi, est-ce que vous êtes comme moi? Vous lisez des trucs, 2 mois après, vous êtes incapable de vous rappeler avec exactitude ce que vous avez lu? Il y a que moi là, parce que ça me... Je me rends compte que des films aussi, je me dis, mais je l'ai vu ça, non? Alors, je l'ai vu en entier. Donc bon. Ensuite, toujours chez Dargaud, j'ai lu Carole, Ce que nous laissons derrière nous. Je trouve trop beau les dessins là. Donc, l'histoire d'une famille d'origine arménienne dont les ancêtres connurent l'exode de la Turquie jusqu'en France. L'histoire de 2 frères partis à la recherche d'une tombe oubliée quelque part à Istanbul. Ceci est l'histoire de Carole, une petite fille qui ne vécut que quelques jours et donc qui part à la recherche de cette fameuse tombe, déterrer les secrets de famille, etc. Là aussi, il me semble que c'est autobiographique. Je suis quasiment sûre. C'est aussi une histoire sur l'identité, l'intégration, la nationalité, le deuil et l'espoir. Ceci est une histoire vraie, délicate et bouleversante. Ouais. Oui, je me rappelle maintenant parce qu'il y avait des vraies photos dedans. Et l'auteur, Clément, il y a des photos déchirées où on voit les vraies photos. Et de l'autre côté, on voit le dessin. Il a dessiné le reste de la photo. C'était bien dans cette BD-là. Hein. Bon, je crois que oui. Puis j'ai beaucoup aimé les dessins, c'était beau.
Bon, je tombe pas dessus. Du coup, j'ai un doute, c'était dans celle-là. C'était peut-être pas dans celle-là. C'était dans quoi? C'était pas dans celle-là? Ok. Je suis persuadée. Bon, ça va dans une autre. Du coup, je vous montre l'intérieur. Hop. Donc, très chouette aussi. Toujours chez Dargo. Ensuite, toujours chez Dargo, Peace Mémé, un album de Cathy Bor. Ça aussi, c'était très chouette. C'est un petit peu roman graphique. Des amis qui s'associent pour ouvrir un bar à tisane. Voilà, et donc on suit la vie, les péripéties de chacune, les vies de famille, les galères, l'histoire avec le nom Peace Mémé, pourquoi ça s'appelle comme ça et quel problème ça va leur apporter. Problème un peu cocasse que je vous laisserai découvrir avec des belles illustrations comme ça. J'aime trop les couleurs. C'était très très chouette. Sitôt reçu, sitôt lu. Et j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Et ensuite, la dernière BD de chez Dargo, c'est Motorosa de Jean Aubertin et Adèle Albrespi. Que j'ai pas lu celui-là encore. C'est l'histoire de Franca, 18 ans, qui a quitté Rome à la mort de sa mère pour venir habiter chez son oncle et sa tante à Carbonia en Sardaigne. Elle va rencontrer un jeune du village. L'occasion pour elle de monter pour la première fois sur une moto, c'est une révélation. Et donc elle décide alors de liquider l'héritage prévu pour ses études et d'acheter une moto pour participer à la course régionale du circuit de la ville où rien ne se passera comme prévu, évidemment. Voilà. Et donc celui-là, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas encore lu. Et donc c'est chez Dargo. Voilà pour ça. Et j'ai une petite pile effondrée derrière. Ça c'est Mysteries of Thorn Manor. Bon, les mystères du Manor Thorn, quoi. Thorn qui est lui, qui est le Magister Thorn que vous reconnaissez. Donc c'est la suite, c'est pas la suite, c'est comme suite / tome compagnon tout petit de Sorcery of Thorns que je vous ai montré tout à l'heure, toujours de Margaret Rogerson évidemment. Et donc ça se passe après ça et c'est plus on retrouve les personnages qu'on a aimés du premier roman dans ils appellent ça ce charmant conte d'hiver. Donc quand j'ai lu qu'ils considéraient ça comme un conte d'hiver, je me suis dit ça au mois de décembre au Canada avec la neige qui tombe par la fenêtre. Oui, je dis oui. Voilà, comme ceci. Celui-là, il est disponible d'ailleurs que en version hardcover. Il ne le sort pas en format normal. Je ne sais pas si c'était le cas pour les autres précédemment. Et j'ai vu quelques gens pas contents sur les réseaux sociaux parce qu'ils disaient, du coup, il est vendu 19,95 € et ils disaient, pour un petit livre comme ça force à payer 20 €. Vous auriez pu le sortir en brochet et que, voilà, ils n'étaient pas très contents. Et que c'était, d'après eux, un moyen de faire payer un livre cher, machin. Bon, moi, je vous avoue que de toute façon, je n'achète que des hardcovers quand c'est moi qui les achète. Donc, dans tous les cas, je l'aurais acheté. Et c'est surtout que, ici, moi, au Canada, je paye tout 10 fois le prix. Donc, en fait, 20 €, pas 20 €. J'aurais te dire, et plus à ça après. Tout à l'heure, d'ailleurs, je suis passée à la librairie, là, juste avant. J'ai pris 3 livres à mon fils. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous les montre. En tout cas, ils sont là-bas. Et j'ai vu justement ils ont sorti sur la série d'Aevabad là que je lis, La Cité de Laiton, Le Royaume de Cuivre et l'Empire d'Or. Ils ont sorti un 4e livre qui est du bonus quoi. Vous voyez, c'est pas une suite, c'est des histoires annexes, du folklore, bref, vous voyez, explorer l'univers. Et il est 2 fois plus petit que les livres, que les autres quoi. Et j'ai retourné tout à l'heure, je me suis dit, oh, je vais peut-être me le prendre. Bon, 45 $ avant taxe. Parce qu'ici, il faut rajouter des taxes. Donc les livres, c'est que 5%, je crois, contrairement au reste. Mais 45 $ quoi, ça fait 30 € et quelques. 30 € et quelques. Donc bon, vous voyez, quand je vois ça, 20 €, je me dis, bon, écoutez, hein, tant pis. Voilà, bon, en tout cas, ça nous dit retrouver Elisabeth Nathaniel
Donc Nathaniel, c'est Magister Thorn, là, Nathaniel Thorn. Et le démon Silas, dans ce charmant conte d'hiver, piégé au sein du manoir Thorn, ils vont devoir en découvrir tous les secrets. Et ça me rappelle, donc l'année dernière à Noël, j'ai lu Petit meurtre à Endgames, dont je vous avais parlé, et qui est sorti chez Charleston l'année dernière en cosy mystérie d'hiver. C'était pareil, c'était dans le manoir, machin, j'avais beaucoup aimé. Et cette année, j'ai vu là, dans les services presse à venir, j'ai vu qu'il ressortait un cosy mystérie de Noël. Donc, vous verrez quand ça sortira. Mais je lui ai demandé, j'espère que je pourrai le recevoir parce que je m'étais régalée l'année dernière avec Petit meurtre à Endgames. Donc voilà, en tout cas celui-là c'est sûr, c'est dans ma sélection pour le Noël quoi, enfin l'hiver. Je crois qu'il nous reste 3 livres à piocher derrière. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est mes réceptions, donc ça c'est le tome 2 de la 9e maison de Lise Bardugo. Jusqu'en enfer. J'aimais pas la couverture jusqu'à ce que je la vois en vrai. Parce qu'en fait, sur la version non hardcover, la brochée, elle est comme ça. Et je la trouve à peu près horrible. Ce gris, je comprends pas le truc, c'est moche. Et ça, de loin, j'avais l'impression que c'était un lapin mort, quoi. Et en fait, sur la version hardcover, donc non seulement c'est pas gris, c'est rouge. Là, il y a des dorures. Et le lapin, il fait plus sculpture, là, je trouve, avec ses yeux rouges sur rouge. Et mon fils m'a dit, oh, c'est quoi ça, Alice au Pays des Merveilles? Et en fait, effectivement, je trouve qu'il fait plus sculpture, bref. Et donc, en fait, en vrai, ben, je l'aime bien. Alors que la version grise, j'ai l'impression que c'est un lapin mort. Bon, en tout cas, donc je vais pas me spoiler, je vais pas lire le résumé. J'avais commencé la 9e maison et je l'avais abandonné en cours de route parce que... mais ça fait longtemps, hein, quand il était sorti, parce que trop de trucs à faire, machin, j'ai plus le temps de lire, et donc j'ai dit, ok, je me replonge pas dedans, je le recommencerai du début, parce que j'ai lu vraiment les premiers chapitres. Et donc, j'ai pris le tome 2, notamment parce que, bon, vous le savez, chez Deux Saxus, bah, si tu prends pas les tomes quand ils sont là, et ben, à part si tu as de la chance et qu'ils font une réimpression, mais sinon, mais raté, j'ai envie de te dire. Donc, avoir des tomes 1, dont je pourrais jamais avoir les tomes 2 dans la même édition, ça m'embête fortement, enfin, les tomes suivants. Et j'ai regardé une vidéo de Margot Liseuse dernièrement qui était super contente de se l'être procurée parce qu'elle a dit que le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, etc. Qu'elle l'attendait avec impatience. Elle a même dit « Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir lu déjà la 2e maison, ne pas déjà connaître et découvrir l'univers maintenant qu'il y a le tome 2 et tout découvrir d'un coup et tout. » Et donc je me suis dit ok, pas de problème, je me prends vite le tome 2 avant qu'il soit plus disponible parce que bon, au cas où, je ne vais pas prendre de risque. Et donc le voilà, il est arrivé, donc voilà, tome 2. Bon, par contre, j'ai dû le prendre sur Amazon France. Il est arrivé d'Espagne parce que sur Amazon Canada, ils ne sont pas disponibles les Deux Saxus ou alors ils le sont avec des dates de sortie genre 2 ans après la guerre. Tu dis, mais s'ils en ont pas, bon bref. Donc du coup, mais par miracle, je n'ai pas payé de frais de douane. Ça aussi, c'est un mystère. Je commande des livres, des fois j'ai des frais de douane, des fois j'en ai pas. Des fois j'en ai qui sont corrects, c'est-à-dire théoriquement tu payes 5% de frais. Sauf que moi souvent je recevais des livres que je payais 20 € et j'avais 20 $ de frais de douane. J'étais en mode, c'est quoi ce délire les frais de douane? Je comprends pas. Donc par miracle, maintenant quand je commande sur Amazon France, la plupart du temps, j'ai pas de frais de douane, va savoir. Alors que quand je commande par exemple sur la Fnac, et que je fais venir par avion, et pas beaucoup d'autres solutions, et ben j'ai des frais de douane de genre 20 $ pour un livre à 20 €. Donc maintenant je commande sur Amazon, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'il y en a marre. Ensuite j'ai pris le tome 2, encore un tome, ben, c'est que des tomes 2, L'âme brisée qui est le tome 2 de je sais plus quoi. Il n'y a pas les livres là. L'âme brisée. D'où l'autre? Je vois pas de là. Où c'est que je l'ai mis? L'âme quoi? Il dit normalement déjà paru et tout. Bon, je sais plus. Bref, c'est la suite de
d'une couverture qui ressemble à ça, là. Mais comment ça s'appelle? Il est où? Oh là là! Attends, je te le dis. Aïe! C'est quoi? Attends, je vais le chercher. Ah, terre brisée. Bon, du coup, je l'ai attrapé, je te le montre. Terre brisée. Voilà, donc tome 2. Alors, par contre, moi, j'aime pas les couvertures. J'aime pas quand c'est des photos, là. Ça fait photo. Enfin, j'aime pas. Ça fait photo. Ben, c'est pas ça fait photo, c'est des photos. Puis il y a du sang, là. J'aime pas. Donc, bon. Dans la bibliothèque, on le voit pas puisqu'on voit que ça. Et au pire, on peut toujours enlever la couverture, quoi. La jaquette. Donc, on va te dire why not. Mais je les trouve pas belles du tout. Mais bon, j'avais adoré le résumé du 1. Parce que dans le 1, le résumé, ça disait que, notamment, l'héroïne allait s'entourer de d'autres personnages un peu atypiques. Et qu'ils avaient formé un peu, vous savez, un gang là de gens atypiques. Un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes. Et j'aime bien, moi, ce genre d'alliance de personnages qui, au départ, n'ont rien à faire ensemble. Ben, un peu comme One Piece, là, pour le coup. J'ai vu de loin, j'ai juste vu quelques bribes quand mon mari a regardé. Mais où, voilà, c'est plusieurs personnages qui n'ont rien à voir un peu les uns avec les autres, qui s'associent et ça fait un groupement un peu sympa. Donc j'avais bien aimé ça. Et donc, ben, comme le tome 2 est sorti et que je n'ai pas le choix de l'acheter quand il sort, parce que sinon je ne l'aurais pas. Bon, donc du coup je l'ai pris, sachant que ça je crois que c'est au moins une trilogie. Donc il y en a encore un à acheter. Et ça, moi je croyais que c'était un tome 1 à la base de la 9e maison. Et non. Et je crois que c'est une trilogie. Donc je crois qu'il y en a un autre qui doit sortir. Donc bon, on verra. Et j'ai pris le tome 2 et la suite est fin pour le coup. Et suite est fin parce qu'on a tout vu. Donc là c'est Libérant les étoiles et l'autre c'est... Oh putain, c'est quoi? Je le vois là. Chasseur de flammes. Et donc c'est là où ben, on est à nouveau dans les sables, le désert, etc. Et c'est un tome 2. Donc j'ai pas lu le tome 1 encore. Je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que là je pense que je vais déjà m'enchaîner la trilogie d'Aevabad qui se passe déjà dans le désert. Et c'est quoi d'autre? Ah oui, et il y a Dune là qui me tente quand même beaucoup. Qui se passe aussi dans les sables quoi. Mais bon, il a un petit jaspage de couleur. Et, mais que le bleu d'ailleurs, le premier est bleu et le jaspage est bleu. Et il était tout égratigné là. À peine j'ai gratté comme ça en ouvrant le plastique. Le jaspage était tout barré. Donc je sais pas si c'est le jaspage d'une qualité merveilleuse. Mais en tout cas. Et voilà. Donc j'ai pris le tome 2 parce que j'avais le tome 1. Et que si je le prenais pas maintenant je l'aurais pas. Et blablabla, vous connaissez la suite. Mais voilà. Ça fait le tour. Mazette, on a fini. Oh, et ben oui, oh, ça tombe. Doucement. Voilà, j'ai une... Est-ce que vous pouvez voir? J'ai une grosse pile là. Une double pile. Il y en a derrière, il y en a devant, il y en a partout. Mais bon, c'est fait. On a rattrapé 3 mois. Et en fait, je me suis dit là, il faut vraiment que je le fasse parce que les concours reprennent sur Muse. Donc là, ça veut dire que je vais recevoir de nouveau des livres. Parce qu'on avait fait une grosse pause. Là, on avait arrêté à peu près depuis septembre-octobre. On n'avait quasiment plus aucun concours. Donc, ah, mais ça fait quand même quasiment 1 an. Mais non. Mais n'importe quoi, Angeline. On est en quoi? Mais oui. Ça fait 1 an qu'on a quasiment plus de concours. Parce on en faisait beaucoup en juin, juillet, août, septembre dernier. On en avait là, genre un tous les 2-3 jours pendant 4 mois. Donc c'était énorme. Mais c'était cool. Et donc là, j'ai dit ok, on fait une pause parce que c'était quand même intense pour moi à organiser. Et là, automne, hiver, on est reparti. On va refaire des concours là. Donc il y en a 3 là déjà que je viens de filmer là. Et je vais contacter d'autres éditeurs pour en organiser d'autres. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je prévois un calendrier de l'Avent aux petits oignons avec une vidéo par jour sur YouTube
et sur Instagram, un réel, donc une vidéo raccourcie, du 1er au 24 décembre, sur un concept inédit, enfin voilà, un concept de mon cru, avec plein de livres à gagner évidemment, parce que sinon c'est pas un calendrier de l'Avent. Ça va être cool. Mais tout doit être prêt très bientôt là, parce que le 1er décembre, ça commence quand même dans 2 mois. Donc, souhaitez-moi bonne chance pour vous gâter, my girls. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo que, je sais pas quand c'est parce que vous avez compris que la régularité sur YouTube, c'est pas non plus mon focus principal, n'est-ce pas? J'ai quand même mes entreprises qui me demandent un petit peu d'effort. Il y a de belles collaborations qui arrivent, dont une très grosse qui devrait voir le jour et que vous verrez passer, mais de beaux jours devant Muse, voilà. Muse a de beaux jours devant elle, cette marque que j'aime tant. N'hésitez pas à aller voir du coup sur Muse, tout simplement, toutes les nouveautés, voilà. Et que vous dire de plus, à part merci d'être resté jusque là, après 1h30. Je m'améliore quand même, hein. Avant c'était 3 heures, vous imaginez. Mais en même temps, bon, il y avait un peu de matière. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, my girls. Salut! On coupe!